Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du Conseil national de régulation du secteur des transports, marquant ainsi l'installation et le démarrage des activités de l'autorité de régulation du secteur des transports. C'était sous la présidence de la directrice de cabinet adjointe en second. Le compte rendu avec Aret Salah et Aboubakar Soleil. Alléger la souffrance des Nigériens et de leurs biens qui se déplacent dans des conditions difficiles, tel est le but de la création le 24 mai 2019 de l'autorité de régulation du secteur des transports ARST, dont la présente cérémonie marque le démarrage de ses activités à travers cette première session ordinaire du Conseil national de régulation du secteur du transport. La présidence du Conseil est assurée par Mme Yahaya Baare Hawa Abdou. Pour cette première session ordinaire, 2 points sont à l'ordre du jour. Les organes dirigeants de l'autorité de régulation des transports sont le Conseil national de régulation du secteur des transports, qui est l'organe délibérant et composé de 10 membres, la direction générale, qui est l'organe exécutif de l'autorité de régulation du secteur des transports dirigé par un directeur général. La session qui nous réunit ce jour a pour objectif de permettre l'installation de l'autorité de régulation du secteur des transports et le démarrage de ses activités. À ce titre, cette session ordinaire, essentiellement budgétaire, a pour ordre du jour adoption des textes organiques du Conseil national de régulation du secteur des transports et de l'autorité de régulation du secteur des transports, l'adoption du budget de l'exercice 2020 de l'autorité de régulation du secteur des transports. Le défi est important. Nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts et ce, conformément aux prestations de serment que nous avons effectuées devant le président de la Cour d'appel, donner le meilleur de nous pour la réussite de notre mission. Prononçant le discours d'ouverture, la directrice du cabinet adjointe en second de la primature a exhorté les conseillers à plus d'objectivité et à la non-discrimination de leur mission. Il vous souviendra que le gouvernement, dans le cadre de la modernisation du secteur des transports, a engagé des réformes pour rendre les services de transport plus compétitifs. Et c'est à ce titre qu'il a créé l'autorité de régulation du secteur des transports ARST par la loi numéro 2019-16 du 24 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité du secteur de transport ARST. Madame la Présidente, Messieurs et Madame les membres du Conseil national de régulation du secteur des transports, Monsieur le Directeur général, je vous exhorte à une franche et dynamique collaboration. En effet, vous êtes chargé de promouvoir le développement d'un secteur qui est un des leviers de l'économie nationale. À ce titre, on attend de vous la transparence, l'objectivité et la non-discrimination dans l'exercice de vos missions. Vous devez, à chaque fois que le devoir vous appelle, penser à votre serment. Cependant, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Directeur général de l'ARST, au regard de vos qualités professionnelles, vos compétences, vos expériences et votre intégrité, sur lesquelles vous avez été choisi, je sais que je peux compter sur vous pour mener à bien la mission qui vous est confiée. Il faut enfin noter que c'est l'appui technique et financier de l'Union européenne qui a permis l'installation de l'autorité de régulation du secteur du transport ARST. En mission de travail au Niger, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Rosemary Di Carlo, a eu une séance de travail cet après-midi avec les représentants de l'association des chefs traditionnels
du Niger, des acteurs de la société civile, autres leaders d'opinion et des responsables des médias. Cette rencontre a porté autour du test sociopolitique au Niger, des questions ayant trait à l'insécurité qui sévit dans le pays et les prochaines élections ont été largement abordées par cette délégation et ses interlocuteurs. Suivez à présent ce communiqué de presse du SINASUP, le bureau exécutif national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur public. SINASUP s'est réuni le lundi 13 janvier 2020 en vue d'examiner la situation préoccupante du pays. Depuis un certain temps, le peuple nigérien assiste à une recrudescence des attaques meurtrières par des mouvements terroristes qui y sèment la désolation. Sur le contexte sahélien est marqué par cette faillite des États face aux bandes criminelles. La situation de notre pays est de plus en plus dramatique eu égard à la généralisation de l'insécurité sur une grande partie du territoire national et à la précarité ambiante dans laquelle végètent beaucoup de concitoyens déjà durement affectés par une situation alimentaire préoccupante. C'est pourquoi le SINASUP demande 1. à la classe politique de faire montre de responsabilité en constituant un front uni contre ces agressions extérieures. 2. Au gouvernement d'éviter tout traitement politicien d'une situation gravissime qui risque de remettre sérieusement en cause l'existence même de l'État. 3. Au chef de l'État de fédérer pour une fois toutes les énergies et l'intelligence du pays afin d'épargner le peuple des traumatismes insupportables et injustices auxquels il est soumis du fait de l'action conjuguée des terroristes de tout acabit. Profondément affligés par les attaques meurtrières dont sont constamment l'objet, les forces de défense et de sécurité, le SINASUP s'interroge sur la mission assignée aux nombreuses forces étrangères installées sur le territoire. C'est pourquoi le SINASUP interpelle le chef de l'État, garant de l'intégrité du territoire national, afin qu'il demande à ces forces étrangères d'accompagner les forces de défense et de sécurité avec les moyens qui leur font défaut. Par ailleurs, le SINASUP exhorte la population nigérienne à soutenir en tout lieu et en toutes circonstances les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission. Le SINASUP présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Fait à Niamey le lundi 13 janvier 2020, le camarade secrétaire général. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin d'un atelier de formation des parlementaires sur les mécanismes du contrôle de l'exécution budgétaire et la transparence. L'atelier est organisé par l'ONG EPAD Niger en collaboration avec la Commission des finances et budget de l'Assemblée nationale avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le compte rendu. Les mécanismes du contrôle de l'exécution budgétaire et la transparence, tel est le thème de cet atelier de formation au profit des parlementaires. Cet atelier concourt aux efforts de l'ONG EPAD Niger pour renforcer les capacités des différents acteurs en matière de démocratie et de bonne gouvernance au Niger, tout en soulignant l'importance de la transparence et de la collaboration dans le processus budgétaire. Comme vous le savez certainement, l'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie. C'est donc conscient de ce rôle éminemment important du député que l'ONG EPAD a bien voulu
initié cet atelier en collaboration avec la Commission des finances et du budget afin de familiariser les représentants du peuple que vous êtes sur le budget programme, son fondement, ses principes et ses innovations, mais aussi sur le contrôle de l'action gouvernementale à l'aune des 6 piliers de la gestion axés sur le résultat de développement. J'ose espérer que cette ambition nourrie par l'ONG EPAD de contribuer à la bonne gouvernance par une meilleure transparence budgétaire dans notre pays est également partagée par nos représentants légitimes que vous êtes. Cette session de formation de 2 jours vise à renforcer les capacités des parlementaires. Elle a été financée par l'ambassade des États-Unis qui réaffirme son engagement à soutenir l'ONG EPAD dans sa mission. L'ambassade des États-Unis au Niger soutient l'ONG nationale EPAD Niger, qui a la réputation d'engager positivement le personnel gouvernemental et civil, selon les besoins. À notre avis, l'engagement positif avec les 2 secteurs est essentiel pour favoriser des dialogues constructifs. L'importance du thème de cette formation était au centre de l'allocution du président de la Commission des finances et budget de l'Assemblée nationale. Le thème du présent atelier, à savoir le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans la logique du budget programme, est plus que d'actualité, car les citoyens, à la fois contribuables et usagers des services publics, on l'a dit tout à l'heure, sont de plus en plus exigeants quant à leur droit à l'information. Les présentations qui nous seront déroulées ce matin porteront sur le fondement de l'introduction du budget programme dans les États de l'UMOA, les innovations introduites par la réforme du cadre harmonisé des finances publiques, les articulations entre le budget programme et les différents documents de politique publique, notamment le PDES, le programme économique et financier, le programme de renaissance du président de la République, pour ne citer que cela. Le contrôle de l'exécution budgétaire. Pour rappel, plusieurs activités ont d'ores et déjà été réalisées, dont entre autres la formation des journalistes, des tables rondes autour du calendrier budgétaire et la transparence dans les 7 régions du pays. Et plusieurs autres actions se poursuivront jusqu'en septembre 2020. Opération de don de sang ce matin au Centre national de transfusion sanguine CNTS. C'est une initiative de l'Association pour le développement de l'éducation ADE Tarbia. Le point avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Contribuer à améliorer la santé de la population, voire sauver des vies, c'est l'objectif de cette mobilisation de l'Association pour le développement de l'éducation ADE Tarbia. Ils sont des enseignants et enseignantes de la ville de Niamey ayant compris la nécessité de venir en aide à des personnes qui en auront besoin. Une association qui œuvre dans le cadre de l'éducation. Vous le voyez, on a rempli la salle. Donc elles sont tous là, vous voyez. Les femmes et les hommes, enseignants et enseignantes, ont tous répondu présents. Il y a un mode crucial de sang dans les hôpitaux et dans les maternités. C'est pourquoi nous avons passé à la sensibilisation des enseignants et des enseignantes et à leur mobilisation pour qu'ils viennent donner le sang en vue de sauver les vies. Ce n'est pas pour la première fois, ça fait la 4e fois maintenant qu'on vient donner du sang. Dès qu'on entend qu'il y a un manque de sang, on mobilise, on sensibilise sur les critères du don de sang et sur l'intérêt du don de sang. Et vraiment, il ne manque pas d'affiliés pour donner leur sang. Une initiative appréciée par les enseignants présents au Centre national de transfusion sanguine. J'ai assisté au don du sang. Et voilà, je suis venu ici à travers le biais de mon école de stage d'accord. C'est un acte très salutaire en tant qu'éducateur. Ici volontairement pour le don de sang, dans le cadre des activités de notre ONG, c'est humanitaire. Vraiment, c'est humanitaire. C'est une bonne initiative. J'encourage les enseignantes à venir pour le don du sang. Cependant, les autres structures doivent leur emboîter le pas afin de sauver des vies, car donner son sang, c'est sauver des vies.
Déclaration cet après-midi des structures de la société civile à Alternative Espace Citoyen. Objectif, inviter la population à manifester ce vendredi même après la prière pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Le résumé de cette déclaration avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Mobilisation générale à la place de la concertation juste après la prière du vendredi, c'est le mot d'ordre des structures de la société civile à l'endroit de la population de Niamey et alentour. Cet appel de la société civile entre dans le cadre du soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui, depuis un certain temps, sont devenues la cible des terroristes. Le soutien que nous voulons apporter est un soutien essentiel parce que ça va permettre de remonter le moral davantage de nos troupes, les galvaniser, mais notre manifestation va aussi poser les problèmes que eux-mêmes, nos éléments de force de défense et de sécurité ne peuvent pas poser, puisqu'ils n'ont pas de cadre pour s'exprimer et faire relayer tout ce que nous tous nous entendons. Parce que ici, parmi nous, chacun a un frère, un cousin, un parent, un père, un grand-père, quelqu'un en tout cas qui est dans l'armée ou dans un des corps qui sont confrontés à cette situation difficile. Donc nous entendons beaucoup de choses sur la situation et sur ce qui constitue un problème pour ces gens-là. Et donc nous avons le devoir, nous qui pouvons parler, nous qui pouvons sortir pour manifester, de sortir pour le faire. Et Inch'Allah, c'est à ça que nous appelons. Vendredi, Inch'Allah, nous souhaitons que les citoyens et les citoyennes, en tout cas au moins au niveau de la ville de Niamey et si possible partout, sortent après la prière de vendredi pour porter le message que nous ne sommes pas d'accord et que si nous devons subir le sort que d'autres ont subi sur le front, sur le terrain, eh bien qu'on nous fasse subir ce sort, mais il n'est pas question pour nous de nous résigner et de nous taire simplement parce que on nous écrit une lettre pour nous dire vous n'avez pas le droit de manifester, parce que nous savons que nous avons le droit de manifester. Puis nous savons pourquoi nous faisons ces manifestations et donc on souhaite que partout les gens s'organisent après la prière de vendredi, que les gens sortent pour manifester. On se retrouve tous à la place de la concertation. Allah ba Musa'a. Les structures de la société civile nigérienne n'ont pas manqué d'adresser également ce message. Il est temps que les citoyens, chacun individuellement, s'assume ses responsabilités devant l'histoire. Parce que nous n'avons pas le droit de nous taire et de craindre que il peut nous arriver quelque chose, alors que ce qui est en train d'arriver à tous les pays, dans tous les cas, on n'y échappera pas si nous ne faisons rien. Voilà pourquoi nous voulons le faire. Et je précise, je rappelle que nos manifestations ont toujours été des manifestations pacifiques. Et nous réitérons notre appel à l'endroit de tous et de toutes pour que cette manifestation soit pacifique. Nous réitérons à l'intention des éléments de force de défense et de sécurité que nous n'avons pas de problème avec eux, que cette manifestation est pour eux. Ils auront aussi à prendre leurs responsabilités devant cette situation. Soit vous laissez l'expression pacifique des gens, ou vous tombez sur les gens et vous faites ce que certains veulent que vous fassiez. C'est pour défendre le Niger que les 20 forces de défense et de sécurité se battent nuit et jour. Alors, quoi de plus normal de rendre hommage à ces braves, et cela à travers une grande manifestation de soutien. Alors, tous ensemble à la place de la concertation, le vendredi après la prière du vendredi, pour démontrer à la face du monde qu'on est derrière notre armée. Nous sommes mercredi, place à présent à notre rendez-vous de la chronique judiciaire. Aujourd'hui, Maître Moustapha Amidou va nous éclairer sur le terme audience de mise en état. Très bonne réception et au revoir.
La procédure de la mise en état a pour but de permettre à la juridiction saisie d'une affaire de rendre son jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble des arguments des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celle-ci se fonde. Cette procédure a donc pour objet de mettre le dossier en état d'être jugé. C'est extrêmement important que vous preniez la procédure pénale, la procédure administrative, la procédure civile, la procédure commerciale et même devant le tribunal du travail. La juridiction saisie doit rendre le dossier en état d'être jugé avant de se prononcer là-dessus. Mais dans notre ordonnancement juridique, c'est seulement, je dis bien, pour la procédure civile et la procédure commerciale que le législateur a pris le soin de baliser la manière où le juge doit procéder pour rendre le dossier en état. Mais si vous prenez par exemple la procédure pénale, il revient au procureur de la République, la partie poursuivante, de mettre le dossier en état. Et cela se traduit par l'envoi des citations à toutes les parties. Il faut que les citations soient régulières, il faut que les citations reviennent, rentrent dans le dossier. C'est ça. Dans ce cas, le dossier en état. L'obligation du parquet ou l'obligation de la juridiction, c'est de vérifier est-ce que toutes les parties ont eu connaissance de la date d'audience. Et cela se traduit par l'envoi des citations. Ce qui se fait dans la pratique par les huissiers, c'est eux qui envoient les citations, par le biais du parquet. Si vous prenez la matière coutumière, le dossier doit être en état d'être jugé. Le juge va vérifier est-ce que les pièces ou les arguments qui vont lui permettre de rendre une belle décision ou une décision en conformité du droit sont dans le dossier. Et là, le dossier est en état. Maintenant, spécifiquement, on va parler d'une procédure où le législateur a pris le soin de préciser comment le juge doit y procéder. Pour la procédure civile, cela a été expliqué dans la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Et cette loi a été modifiée, je dis bien modifiée, dernièrement par la loi numéro 2019-02 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Pour la procédure commerciale, cette loi a été reformée dernièrement par la loi 2019-01 du 30 avril 2019 fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce et les chambres spécialisées en République du Niger. Si un dossier se retrouve devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, on renvoie le dossier à ce qu'on appelle, parce que le dossier va venir à l'audience pour la première fois, c'est ce qu'on appelle l'appel de cause, et à cette audience, on renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. Devant la chambre, le tribunal du commerce, directement, parce que là-bas, la procédure de conciliation est obligatoire. L'audience va avoir lieu d'abord devant un juge, à chambre de conseil, où ils vont tenter de concilier les parties dans un délai de maximum de 2 jours. S'il n'y a pas de conciliation, on constate l'échec de la conciliation, et là on renvoie le dossier à un juge pour mettre le dossier en état. Maintenant, les audiences de mise en état se font en chambre de conseil, donc en conférence de cabinet, et là le juge établit ce qu'on appelle un calendrier d'instruction. Et dans ce calendrier d'instruction, il impartit aux parties de la procédure des délais pour communiquer les pièces éventuelles, pour prendre des écritures, et tout cela dans le principe du contradictoire. Cela veut dire que la procédure, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Si tu prends des écritures, tu communiques d'abord à l'autre partie ou aux parties en présence dans la procédure. Et maintenant, tu communiques au juge de la mise en état. Maintenant, pour communiquer au juge de la mise en état, tu dois aussi le produire, la décharge, la preuve que tu as communiqué ces conclusions ou ces pièces à l'autre partie.
C'est l'une des obligations pour que le juge puisse recevoir tes conclusions, parce que là, il sait que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe comme ça. Tu as communiqué à l'autre partie a pris connaissance de ça, et bien, c'est contradictoire. Lorsque le calendrier est établi, les parties signent le calendrier. Maintenant, là, il faut aussi préciser que, en l'absence d'une des parties, le juge peut établir le calendrier, mais à charge pour l'autre de communiquer après le calendrier à l'autre partie. Le juge de la mise en état, il a des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs administratifs. Parce que c'est lui qui surveille en fait l'exécution du calendrier de la mise en état. Et dans l'exécution de ce calendrier, il est appelé à prendre des mesures. Par exemple, appeler, informer les autres parties, d'appeler par exemple d'autres parties en cause, ou donner des prolongations de délai. Il peut aussi demander aux parties de communiquer d'autres pièces ou des originaux. Il peut aussi entendre même d'office les parties. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le juge de la mise en état aussi, il a ce pouvoir de demander aux parties de partir en arbitrage ou en médiation. Soit à sa demande, mais là il faut que les parties acceptent sa proposition, soit à la demande des parties. On peut partir en médiation ou en arbitrage. Mais là, si vous prenez la loi sur le code de procédure civile, nous dit, dans ce cas de figure, le dossier est renvoyé à ce qu'on appelle le rôle d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait une décision, soit dans la procédure de médiation ou dans la procédure d'arbitrage. Et cette décision sera homologuée par le président du tribunal de grande instance, ou le juge par lui délégué. Le juge, le président de la cour d'appel ou le conseiller par lui délégué dans cette procédure est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Si vous prenez par exemple la procédure commerciale, là, les délais sont plus stricts. Parce que si le président ou le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce renvoie le dossier en médiation ou en arbitrage, on dit il met le dossier dans le rôle d'attente. Mais cela ne peut nullement excéder 3 mois. Et là, le président du tribunal de commerce ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'homologation. Le président de la chambre commerciale est spécialisé ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Donc ça, c'est le pouvoir du juge de la mise en état. Il a des pouvoirs énormes. Et il contrôle aussi, ça c'est ses pouvoirs administratifs. Maintenant, il a aussi des pouvoirs juridictionnels. Il peut statuer sur les demandes d'expertise ou les demandes de sursis à statuer. Il peut aussi constater l'extinction de la procédure. Mais dans ce cas, on dit, ces décisions, comme c'est des décisions qui ont un pouvoir, qui font grief, ces décisions peuvent faire l'objet d'appel. Si vous regardez dans la procédure civile, c'est un délai de 15 jours pour interjeter appel contre les décisions du juge de la mise en état en matière d'expertise, en matière de sursis à statuer, ou bien lorsque le juge constate l'extinction de la procédure. Si vous prenez la procédure commerciale, c'est un délai de 8 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais les autres ordonnances ne font pas l'objet d'opposition. Et on dit aussi que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Maintenant, le juge de la mise en état, il a aussi un délai pour instruire son dossier. Si vous prenez la procédure commerciale, parce que c'est là, c'est à ce niveau qu'il y a plus de délai, comme chez les affaires, il y a la célérité, ça compte extrêmement. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. Là, on dit que le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce, il a un délai de 30 jours pour clôturer son dossier, pour mettre son dossier en état. Et là, s'il constate
qu'il ne peut pas faire ce travail dans un délai de 30 jours, soit parce que l'affaire est complexe, soit parce qu'il a besoin de plus de temps pour bien instruire pour mettre bien le dossier en état, et bien dans ce cas, il fait une demande motivée au président du tribunal qui statue par ordonnance pour l'autoriser. Et là aussi, on dit que ce délai ne peut pas excéder 15 jours. Donc devant le tribunal du commerce, le dossier, au maximum, devant le juge de la mise en état, ne peut pas dépasser 45 jours. Mais là, si on revient dans la procédure civile, là, à ce niveau, il n'y a pas de délai. On dit juste que dans un délai raisonnable. Donc là, il appartient au juge de la mise en état, en fonction de la complexité de l'affaire, des actes à poser, de prendre un délai raisonnable pour mettre son dossier en état. Lorsque ce juge finit l'instruction de son dossier, eh bien, il prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, une ordonnance de clôture, puis renvoyer l'affaire. Donc, il renvoie son affaire, il prend l'ordonnance, il notifie l'ordonnance aux parties et il renvoie maintenant à l'audience de plaidoirie. Si un juge de mise en état renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie, que ce soit en matière commerciale ou en matière civile, eh bien, on dit que les parties ne peuvent plus déposer de pièces de conclusion. Donc, on considère que le dossier a été mis en état. Nul besoin de produire quoi que ce soit. Et la juridiction ou le juge saisi ne peut rapporter l'ordonnance du juge de la mise en état que pour cause grave. On dit il peut entendre un intervenant volontaire s'il estime qu'en l'état du dossier, il peut joindre ça et juger définitivement l'affaire. C'est pour vous dire que la mise en état, c'est vraiment une procédure extrêmement bénéfique pour les justiciables. Parce que on met le dossier en état d'être jugé, on fait recueillir autant d'informations nécessaires pour la manifestation de la vérité. Chose que la justice cherche chaque fois.